Je m'appelle Saul, j'ai 31 ans. Et jusqu'à il y a 6 mois, je vivais la meilleure vie possible en enseignant l'anglais à Séoul. Puis j'ai appris que ma grand-mère bien-aimée, Hélène, était décédée, me léguant son appartement en bord de mer en Floride. C'était notre endroit spécial, rempli de souvenirs d'enfance. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ma sœur Amanda me trahirait de la pire des manières alors que j'étais à des milliers de kilomètres de chez moi. Avant de vous raconter comment j'ai découvert la trahison de ma sœur alors que j'étais à l'autre bout du monde, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur les trahisons familiales et comment la justice finit par trouver son chemin. Ayant grandi dans une petite ville près de Pittsburgh, mon enfance était assez ordinaire jusqu'au divorce de mes parents quand j'avais 8 ans. Cet été-là, ma mère nous a envoyés, ma sœur Amanda et moi, chez notre grand-mère Hélène dans son appartement à Tampa Bay, en Floride. C'était censé être un arrangement temporaire pendant que nos parents réglaient leur divorce compliqué. Mais ces 3 mois ont changé ma vie à jamais. Grand-mère Hélène ne ressemblait à aucun adulte que j'avais connu. Elle se réveillait à 5 heures tous les matins pour se promener le long de la plage, ramasser des coquillages et saluer les pêcheurs qui partaient pour la journée. Son appartement n'était pas luxueux, mais il offrait la vue la plus spectaculaire sur le golfe. Des baies vitrées dans le salon mettaient en valeur des couchers de soleil qui semblaient peints juste pour nous. Le balcon s'enroulait sur 2 côtés de l'unité, offrant un endroit parfait pour boire le café du matin ou lire des livres dans la brise de l'après-midi. Saul, disait-elle en me tendant une canne à pêche. L'océan enseigne la patience mieux que n'importe quelle salle de classe. Nous passions des heures sur la jetée publique à attendre que les poissons mordent. Je n'étais pas particulièrement doué pour la pêche, mais je chérissais ces moments de calme avec elle. Elle m'a appris à nettoyer et à cuisiner ce que nous attrapions, m'inculquant une appréciation pour les plaisirs simples. Amanda, qui avait 10 ans à l'époque, ne montrait aucun intérêt pour ces activités. Pendant que j'apprenais à lancer une ligne ou à identifier différents oiseaux de mer, elle restait à l'intérieur à regarder la télévision ou à se plaindre de la chaleur et du sable. Grand-mère a essayé de l'inclure, proposant de lui apprendre l'artisanat des coquillages ou comment faire sa célèbre tarte au citron vert, mais Amanda a toujours refusé. Pourquoi voudrais-je perdre mon temps à faire des colliers de coquillages stupides, a-t-elle dit un jour assez fort pour que grand-mère l'entende. J'ai vu la peine dans les yeux de grand-mère Hélène, mais elle n'a jamais grondé Amanda pour son impolitesse. En grandissant, le fossé entre la façon dont nous nous relations avec notre grand-mère n'a fait que se creuser. J'ai continué à passer les étés avec elle pendant mes années de lycée et mes vacances universitaires. Amanda ne venait que lorsque notre mère l'y forçait, et ses visites devenaient de plus en plus tendues à mesure que sa nature matérialiste se développait. Au moment où Amanda a atteint la vingtaine, ses visites à grand-mère semblaient toujours coïncider avec des besoins financiers. Elle arrivait avec des histoires de problèmes de voiture, de dépôt de garantie pour un appartement ou d'opportunités éducatives nécessitant un financement immédiat. Grand-mère, aussi gentille qu'elle soit, refusait rarement, même si je pouvais voir qu'elle n'était pas dupe de la manipulation. Ta sœur voit les relations comme des transactions, m'a un jour confié grand-mère pendant ma dernière année d'université. Je l'aime tendrement, mais je m'inquiète de la personne qu'elle devient. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Lors d'un dîner de Thanksgiving particulièrement inconfortable, Amanda a passé tout le repas à parler du nouveau SUV de luxe de son amie, laissant entendre lourdement qu'elle avait elle-même besoin d'un nouveau véhicule. Lorsque grand-mère a changé de sujet pour me demander mes projets après l'obtention de mon diplôme, le visage d'Amanda s'est assombri de jalousie. Bien sûr, tu préfères parler de l'avenir de Saul plutôt que de m'aider avec mes problèmes, a-t-elle lancé sèchement, quittant la table en trombe. Après avoir terminé l'université avec un diplôme en littérature anglaise, j'ai eu du mal à trouver un but. Les opportunités d'emploi étaient limitées, et rien ne suscitait ma passion. Lors d'un de nos appels téléphoniques hebdomadaires, grand-mère m'a suggéré d'envisager d'enseigner à l'étranger. Tu as toute ta vie pour te poser, a-t-elle dit. Pourquoi ne pas voir le monde d'abord ? Découvrir différentes cultures, rencontrer des gens qui voient la vie à travers des yeux différents. Ces encouragements m'ont poussé à postuler pour un poste d'enseignant à Séoul. Quand j'ai été accepté, elle était plus excitée que n'importe qui d'autre. La nuit précédant mon départ, elle a appelé avec des mots qui resteraient gravés en moi. Saul, explorer le monde ne signifie pas que tu abandonnes ton foyer. Cela signifie que tu élargis ce que le mot foyer peut signifier. Elle a promis que son appartement serait toujours un endroit où je pourrais retourner chaque fois que j'aurais besoin de retrouver mes racines. La première année à Séoul m'a transformé. Enseigner l'anglais à des professionnels sud-coréens était difficile mais gratifiant.
Je me suis fait des amis du monde entier et j'ai commencé à construire une vie que je n'aurais jamais imaginé possible. Pendant tout ce temps, grand-mère et moi avons maintenu notre lien grâce à des appels vidéo hebdomadaires. Au cours de ma 2e année à l'étranger, la santé de grand-mère a commencé à décliner. Ce qui a commencé comme une simple toux persistante a été diagnostiqué comme un cancer du poumon de stade 4. J'ai immédiatement proposé de rentrer, mais elle a refusé. Amanda n'habite qu'à 20 minutes maintenant, m'a-t-elle assuré. Elle est très serviable, m'emmène à mes rendez-vous et m'aide à la maison. Finis ton contrat et nous réévaluerons la situation quand tu auras terminé. Nos appels vidéo ont continué, bien qu'ils soient devenus plus courts à mesure que son énergie diminuait. À chaque appel, elle paraissait plus mince, plus fragile. Amanda apparaissait occasionnellement en arrière-plan, et bien qu'elle semble attentive aux besoins de grand-mère pendant ses brefs aperçus, quelque chose dans sa manière semblait théâtrale, surtout quand elle remarquait que je regardais. Lors de ce qui serait notre dernier appel vidéo, grand-mère semblait particulièrement fatiguée, mais a insisté pour me montrer le coucher de soleil depuis son balcon. Ses mains tremblaient alors qu'elle positionnait la tablette pour capturer les oranges et les violets brillants s'étendant dans le ciel. « Souviens-toi, Saul, dit-elle doucement. Certaines choses dans la vie valent plus que l'argent. Cette vue m'a apporté la paix pendant 30 ans. Aucune somme sur un compte en banque ne pourrait remplacer ça. Je ne savais pas alors que ce seraient ces derniers mots pour moi. Ni à quel point ils se révéleraient prophétiques. L'appel est arrivé à 3 heures du matin, heure de Séoul. J'étais profondément endormi lorsque la sonnerie persistante de mon téléphone a finalement percé ma conscience. Voir le nom d'Amanda sur l'écran m'a immédiatement glacé le sang. Elle n'appelait jamais sauf en cas de nécessité absolue. Grand-mère est décédée il y a 1 heure, a-t-elle dit sans préambule, sa voix plate et sans émotion. Les funérailles sont prévues pour vendredi. J'ai déjà tout arrangé. Pas de « je suis désolé ». Ou de « ça va ». Juste des faits livrés comme un bulletin météo. Je suis resté assis en silence, abasourdi, essayant de réaliser que grand-mère était partie pendant qu'Amanda continuait de parler de pompes funèbres et d'arrangements floraux. « Peux-tu reporter les funérailles jusqu'à ce que je puisse arriver ?» ai-je demandé, calculant déjà à quelle vitesse je pourrais organiser un congé d'urgence et réserver un vol. « Ce n'est pas pratique, a répondu Amanda. Le salon funéraire ne peut nous accueillir que vendredi. De plus, ton contrat ne se termine que dans 3 mois. Ça n'a pas de sens que tu le rompes pour une cérémonie de 2 heures. » Autant que je détestais l'admettre, il y avait une part de vérité dans sa logique. Rompre mon contrat aurait des conséquences financières et professionnelles importantes. Mon directeur avait déjà précisé que les congés d'urgence étaient limités à la famille immédiate, parents et enfants. Une règle qui semblait cruellement arbitraire à ce moment-là. Nous mettrons en place un lien vidéo pour que tu puisses y assister virtuellement, a proposé Amanda, ce qui semblait être sa version d'un compromis. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou de chagrin et de tâches administratives. Mes amis coréens ont remarqué ma détresse, mais n'ont pas tout à fait compris la profondeur de ma perte. Les différences culturelles dans le deuil m'ont fait me sentir encore plus isolé. Je me surprenais à penser au plat préféré de grand-mère chaque fois que je passais devant des restaurants de fruits de mer coréens, me souvenant de son plaisir à essayer les nouvelles recettes que je lui décrivais de mes aventures à l'étranger. Vendredi est arrivé et je me suis assis seul dans mon petit appartement à minuit, vêtu d'un costume noir, regardant les funérailles de ma grand-mère se dérouler à travers l'écran d'une tablette posée sur ma table de cuisine. Le salon funéraire avait installé un ordinateur portable au fond de la salle, me donnant une vue sur l'ensemble du service. L'assistance était plus restreinte que je ne l'avais prévu, juste une poignée de parents et de voisins. Amanda se tenait au pupitre, prononçant un éloge funèbre qui aurait pu concerner n'importe qui. Elle a parlé du dévouement de grand-mère à la famille et de son esprit généreux sans une seule anecdote ou souvenir personnel. Alors qu'elle tamponnait ses yeux secs avec un mouchoir, j'ai remarqué qu'elle avait regardé sa montre 2 fois. Notre cousin Thomas s'est approché de l'écran pendant la réception qui a suivi, emmenant l'ordinateur portable dans un coin plus calme. « Comment tu tiens le coup, Saul ?» a-t-il demandé, la première personne à s'enquérir réellement de mon bien-être. « Pas très bien, ai-je admis. Ça ne semble pas réel de si loin. » « Écoute, » a baissé la voix Thomas, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je ne veux pas ajouter à ton stress, mais quelque chose cloche avec Amanda. Elle parle à un agent immobilier qui est ici. Ça semble inapproprié pour des funérailles, non ? » Avant que je puisse répondre, Amanda est apparue derrière lui, prenant le contrôle de l'ordinateur portable.
L'avocat est prêt pour la lecture du testament. Je dois l'emmener dans la salle de conférence. La lecture virtuelle du testament n'a été suivie que par la famille immédiate, Amanda, moi et notre mère, qui était assise silencieusement dans un coin, l'air mal à l'aise. Walter Thompson, l'avocat de grand-mère depuis plus de 20 ans, a ajusté ses lunettes alors qu'il se préparait à lire le document. À ma petite fille, Amanda, a-t-il lu, je lègue ma collection de bijoux et la somme de 25 000 $. Le sourire crispé d'Amanda n'a pas atteint ses yeux. À mon petit-fils, Saul, a poursuivi Walter, je lègue ma propriété en copropriété au Gebrest Towers, y compris tous les meubles et objets personnels qui s'y trouvent. L'écran s'est figé un instant. Que ce soit à cause de problèmes de connexion ou de la réaction d'Amanda, je ne pouvais pas le dire. Quand l'image est revenue, Amanda était debout. Son visage était rouge de colère. Ce doit être une erreur, dit-elle sèchement. Saul ne vit même pas dans le pays. À quoi lui servirait un appartement en Floride? C'est moi qui me suis occupé d'elle. Walter a retiré ses lunettes calmement. Il n'y a pas d'erreur, Amanda. Votre grand-mère a été très claire sur ses souhaits. Elle a également laissé une lettre personnelle à chaque bénéficiaire expliquant ses décisions. Il a brandi une enveloppe avec mon nom écrit de l'écriture distinctive de grand-mère. Je vais vous la faire scanner et vous l'envoyer par email immédiatement, Saul. 1 heure plus tard, seul dans mon appartement, le direct des funérailles terminé, j'ai ouvert l'email contenant les derniers mots de grand-mère. Mon très cher Saul, si tu lis ceci, c'est que je suis parti pour la prochaine aventure. Ne sois pas triste trop longtemps. J'ai eu une vie merveilleuse, surtout les moments que j'ai partagés avec toi. Je te laisse ma maison parce que tu comprends ce qui la rend spéciale. Ce n'est pas le bâtiment ou l'emplacement, bien que les couchers de soleil soient certainement un bonus. Ce sont les souvenirs et le sentiment de paix que j'y ai trouvé. Amanda voit l'appartement comme un montant en dollars. Mais tu le vois pour ce qu'il est vraiment, un sanctuaire. Que tu choisisses d'y vivre un jour ou simplement de le visiter de temps en temps pour te souvenir de nos moments ensemble, je sais que tu honoreras l'esprit de cet endroit. Le gestionnaire de la propriété, Harold, a toutes les informations dont tu auras besoin. Souviens-toi de ce que je t'ai appris. Les choses les plus précieuses dans la vie ne peuvent être ni achetées ni vendues. Tout mon amour, grand-mère Hélène. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je lisais et relisais ces mots. Le lendemain matin, j'ai contacté Harold de la société de gestion immobilière pour me présenter et discuter de l'entretien de la propriété pendant que je restais à Séoul. Il semblait soulagé d'avoir de mes nouvelles. Votre grand-mère parlait souvent de vous, a-t-il dit. Elle était si fière de vos aventures en Asie. Nous prendrons bien soin de l'endroit jusqu'à ce que vous puissiez venir le voir vous-même. J'ai prévu de le visiter pendant mes vacances d'été, dans 3 mois. Malgré la distance, savoir que le sanctuaire de grand-mère m'attendait m'a apporté du réconfort pendant mes moments de deuil les plus sombres. Je m'endormais chaque nuit en imaginant le bruit des vagues se brisant sur le rivage sous son balcon, planifiant comment j'honorerais sa mémoire à mon retour. 6 mois après les funérailles, ma vie à Séoul avait trouvé un nouveau rythme. La douleur aiguë du deuil s'était transformée en une douleur sourde qui se ravivait occasionnellement lorsque quelque chose me rappelait grand-mère. Mon contrat d'enseignement se passait bien et j'avais même commencé à sortir avec une autre expatriée nommée Jasmine qui enseignait dans une école voisine. Les vacances d'été approchaient et avec elles mon voyage prévu en Floride. J'avais déjà réservé mon vol et organisé 3 semaines de congé. Chaque nuit, je m'endormais en pensant à marcher sur la plage de grand-mère, à trier ses affaires et à me connecter avec les fragments de sa vie qu'elle m'avait confiés. J'avais même fait une liste détaillée des objets dont je me souvenais de mon enfance que j'espérais retrouver. Sa collection de coquillages peints à la main, le livre de recettes usées contenant les instructions de sa célèbre tarte au citron vert, et la canne à pêche que nous avions utilisée ensemble. Puis est arrivé l'email qui a tout brisé. Il est arrivé un mardi matin alors que je me préparais pour la classe. L'objet, de la part de Gulf Breeze Property Management, indiquait « Résiliation des services, clôture du compte ». Supposant qu'il s'agissait d'une affaire administrative nécessitant mon attention, je l'ai ouvert sans inquiétude. Cher Monsieur Walker, cette lettre sert de confirmation que Gulf Breeze Property Management a mis fin à tous les services pour l'unité 1507 au Gebrest Towers à compter du 15 avril suite à la vente de la propriété et au transfert de propriété. Tous les dépôts de garantie et les réserves d'entretien ont été transmis aux nouveaux propriétaires comme spécifié dans les documents de clôture. Pour toute demande future concernant la propriété, veuillez contacter Sunshine Coast Realty aux coordonnées ci-dessous.
Nous vous souhaitons bonne chance dans vos projets futurs. Cordialement, Harold Jenkins, Gulf Breeze Property Management. Je fixais l'écran, lisant et relisant le message, certain qu'il y avait eu une erreur. Vente, nouveau propriétaire. Ce ne pouvait pas être vrai. J'ai immédiatement essayé d'appeler Harold, mais avec le décalage horaire de 12 heures, je n'ai eu que sa messagerie vocale. Mes mains tremblaient en tapant une réponse. Harold, il doit y avoir une erreur. Je n'ai pas vendu l'appartement. Veuillez m'appeler dès que possible, quelle que soit l'heure. J'ai à peine réussi à tenir mes cours du matin, vérifiant mon téléphone compulsivement entre les leçons. Pendant la pause déjeuner, j'ai essayé d'appeler Amanda, mais son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message urgent lui demandant de me rappeler immédiatement. Avec un désespoir croissant, j'ai cherché en ligne des informations sur les Gulf Breeze Towers. Là, sur un site immobilier, je l'ai trouvé. Unité 1507, indiquée comme vendue pour 480 000 $. L'annonce comprenait des photos de l'appartement de grand-mère, de ses meubles, de sa vue, de sa maison. La date de vente était exactement 3 mois après ses funérailles. Mon estomac s'est noué alors qu'un terrible soupçon se formait. J'ai appelé le bureau de Walter Thompson, calculant qu'il serait en milieu de matinée en Floride. Je suis désolé. Monsieur Thompson est au tribunal aujourd'hui, m'a informé son assistante. Puis-je prendre un message? C'est extrêmement urgent, ai-je insisté, entendant la panique dans ma propre voix. C'est à propos de l'appartement de ma grand-mère, Helen Walker. Je crois qu'il a été vendu frauduleusement. Il y eut une pause sur la ligne. Laissez-moi voir si je peux joindre Monsieur Thompson pendant la suspension d'audience. Il devrait être disponible dans environ 2 heures. Ces 2 heures ont été les plus longues de ma vie. J'ai annulé mes cours de l'après-midi, prétextant une maladie. De retour dans mon appartement, j'ai fouillé les réseaux sociaux à la recherche d'indices et j'ai trouvé ce que je cherchais sur le compte Instagram d'Amanda. Des photos postées au cours des 3 derniers mois la montraient lors d'une croisière de luxe dans les Caraïbes, posant devant une BMW flambant neuve et faisant du shopping dans des magasins haut de gamme. Les légendes faisaient de vagues références à de « nouveaux départs » et au fait obtenir enfin ce que je mérite. Dans une publication particulièrement exaspérante datant juste après la vente de la propriété, elle posait avec du champagne, écrivant « La maison est là où je choisis de la faire ». Quand Walter Thompson a finalement appelé, j'étais presque hystérique. « Saul, calmez-vous », a-t-il dit après mon explication haletante. Ce que vous décrivez est extrêmement grave. J'ai besoin que vous m'envoyiez par email toute la documentation que vous avez reçue de la société de gestion immobilière. Comment cela a-t-il pu arriver, ai-je demandé. L'appartement était légalement à moi. Comment a-t-il pu être vendu sans que je le sache ou que je donne mon consentement? C'est ce que nous devons déterminer, a répondu gravement Walter. D'après ce que vous décrivez, il semble que quelqu'un ait pu falsifier des documents ou se présenter à tort comme ayant l'autorité de vendre la propriété. Laissez-moi enquêter et je vous recontacterai. Alors que j'attendais les conclusions de Walter, j'ai reçu un SMS d'Amanda qui m'a glacé le sang. Il faut qu'on parle. Appelle-moi. Quand j'ai appelé, sa voix était désinvolte, presque ennuyée. Alors, tu as découvert pour l'appartement. Il t'en a fallu du temps. Amanda, qu'as-tu fait? Ai-je demandé, luttant pour garder une voix stable. J'ai fait ce que grand-mère voulait vraiment, a-t-elle répondu froidement. Elle n'a jamais eu l'intention que cet endroit reste vide pendant que tu jouais au professeur en Corée. Elle aurait voulu que l'argent profite à la famille. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision. L'appartement m'a été légué, pas à toi. Oh, s'il te plaît, a-t-elle ricané. Qu'est-ce que tu allais en faire? Le visiter 2 semaines par an. Pendant ce temps, moi, je suis ici, à lutter pour joindre les 2 bouts après avoir passé des années à m'occuper d'elle. Sais-tu à combien de rendez-vous chez le médecin je l'ai conduite? Combien de médicaments j'ai géré? Ma colère a éclaté. C'était ton choix. Et ça ne te donne pas le droit de me voler. Comment as-tu même fait? L'acte de propriété était à mon nom. Il y eut une légère pause avant qu'Amanda ne réponde. Disons simplement que je me suis occupé des formalités administratives. Personne n'a posé de questions puisque tu étais manifestement trop occupé avec ta vie exotique à l'étranger pour t'occuper des choses toi-même. C'est de la fraude, Amanda. C'est un crime. Son rire était sec.
Bonne chance pour prouver quoi que ce soit depuis Séoul. De plus, l'argent a déjà été dépensé. L'appartement a déjà été vendu à une gentille famille. Vas-tu vraiment essayer de les expulser? Parce que c'est ce qui arriverait si tu poursuivais cette affaire. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, ai-je promis. Je m'en suis déjà sorti, a-t-elle répondu avant de raccrocher. Je suis resté assis en silence, abasourdi, l'ampleur de sa trahison m'envahissant. Plus que l'argent, c'est la perte du sanctuaire de grand-mère qui me blessait le plus profondément. L'endroit où nous avions partagé tant de moments précieux, le lien physique avec sa mémoire. À travers des larmes de rage et de chagrin, je me suis fait une promesse à moi-même et à la mémoire de grand-mère. Ce n'était pas fini. Les 16 heures qui ont suivi l'appel d'Amanda ont été une tempête d'émotions. Choc, trahison, rage, et sous tout cela, un profond sentiment de perte. Je n'avais pas seulement perdu une propriété. J'avais perdu mon dernier lien avec grand-mère. Le sommeil était impossible. Au lieu de cela, j'ai arpenté mon petit appartement de Séoul, rejouant les mots dédaigneux d'Amanda et calculant les options que j'avais à des milliers de kilomètres de là. Le matin, Walter Thompson m'avait envoyé par email la confirmation de mes pires craintes. L'appartement avait en effet été vendu par des moyens qui semblaient frauduleux. Selon les registres du comté, a-t-il écrit, la vente a été traitée à l'aide d'une procuration prétendument signée par vous, accordant à Amanda l'autorité de gérer et de vendre la propriété en votre nom. J'ai obtenu une copie de ce document et même à mon œil non averti, la signature ne correspond pas à celle que j'ai dans mes dossiers pour vous lors du traitement du testament de votre grand-mère. Il a joint le document de procuration et voir l'approximation grossière de ma signature a provoqué une vague de nausée en moi. Amanda n'avait même pas essayé de la rendre convaincante. Avec cette preuve en main, j'ai rappelé Amanda. Cette fois, elle a répondu avec un soupir exagéré. Quoi encore, Saul? Je suis occupé. J'ai vu la fausse procuration, ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. Walter en a une copie aussi. Nous savons tous les deux que ce n'est pas ma signature. Il y eut une brève pause avant qu'Amanda ne réponde, son ton passant d'agacé à défensif. Tu fais toute une histoire pour rien. Grand-mère voulait que j'aie la sécurité financière. Elle n'a simplement pas eu le courage de te le dire directement. C'est un mensonge, ai-je rétorqué. Elle a explicitement exprimé ses souhaits dans son testament et dans sa lettre. Tu n'avais aucun droit de prendre ce qu'elle voulait que j'aie. La voix d'Amanda s'est élevée brusquement. Comment saurais-tu ce qu'elle voulait? Tu n'étais même pas là. Tu étais parti vivre ta vie excitante en Corée pendant que je changeais ses bassins de lit et que je la conduisais à ses rendez-vous de chimiothérapie. Où étais-tu quand elle avait besoin de quelqu'un physiquement présent? Ces mots ont touché un point sensible, déclenchant la culpabilité que je portais depuis la mort de grand-mère. Avais-je abandonné ma responsabilité en restant à l'étranger pendant ces derniers mois? Amanda, sentant son avantage, a poursuivi, l'appartement était un gâchis pour toi. Tu n'allais pas y vivre. Tu n'allais pas le visiter plus d'une fois par an. Pendant ce temps, moi, je lutte pour payer mon loyer à 15 minutes de là. En quoi est-ce juste? Il ne s'agit pas de justice, ai-je argumenté. Il s'agit de respecter les souhaits de grand-mère et la loi. Tu as commis une fraude, Amanda. C'est une infraction pénale. Elle a ri. Mais j'ai détecté une note de nervosité sous la bravade. Bonne chance pour prouver quoi que ce soit depuis l'autre bout du monde. Personne ne prendra au sérieux le cas d'un professeur expatrié, surtout contre une résidente locale qui était la principale aidante. J'engagerai un avocat, ai-je menacé. Avec quel argent, a-t-elle répliqué. Enseigner l'anglais à Séoul ne te rend guère riche. Pendant ce temps, j'ai accès à des fonds pour le meilleur avocat de la défense de Tampa si nécessaire. Fais-y face, Saul. Tu es dépassé. Passe à autre chose et oublie l'appartement. Il ne s'agit pas seulement de l'appartement, ai-je dit, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester calme. Il s'agit de ce que grand-mère voulait. Il s'agit des souvenirs que cet endroit contient. Les souvenirs ne paient pas les factures, a répondu froidement Amanda. Grandis, Saul. C'est le monde réel. Les gens veillent à leurs propres intérêts. C'est ce que tu t'es dit en falsifiant ma signature? En trahissant ton propre frère? Ne sois pas si dramatique. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et l'argent, ai-je demandé. 480 000 $. Où est-il maintenant? Ça ne te regarde pas, a-t-elle lancé sèchement.
Mais si tu veux savoir, je l'ai investi dans mon avenir. Quelque chose que grand-mère aurait soutenu si elle n'avait pas été si obsédée par son favoritisme envers toi. Je vais me battre, ai-je promis. Quoi qu'il en coûte. Sa voix s'est durcie. Alors tu es encore plus idiot que je ne le pensais. Si tu poursuis cette affaire, je m'assurerai que tout le monde sache que tu as abandonné grand-mère quand elle avait le plus besoin de toi. Comment penses-tu que cela sera perçu par la famille élargie? Par les tribunaux? Laisse tomber, Saul. Pour ton propre bien. La menace a plané dans l'air avant qu'elle ne mette fin à l'appel. Je suis resté là, le téléphone toujours collé à l'oreille comme si j'attendais plus de son venin. Quand j'ai finalement posé le téléphone, mes mains tremblaient d'un mélange de rage et de détermination. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Des cauchemars de l'appartement de grand-mère en train d'être démantelé, ses biens précieux jetés, son sanctuaire violé, m'ont réveillé à plusieurs reprises. Le matin, le brouillard du choc s'était levé, remplacé par une clarté cristalline. Je ne laisserai pas Amanda effacer le dernier cadeau de grand-mère. Je ne pouvais pas ramener grand-mère, mais je pouvais honorer ses souhaits et tenir Amanda pour responsable de sa trahison. À l'aube sur l'horizon de Séoul, j'ai pris une décision. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer une propriété ou de l'argent. Il s'agissait de justice, de se dresser contre la manipulation et la cruauté qu'Amanda avait exercée avec tant d'insouciance. Malgré la distance, malgré les défis, je me battrais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les cas de fraude immobilière internationale, prenant des notes détaillées sur les précédents et les procédures. Ensuite, j'ai compilé toutes les preuves que j'avais. Les emails de la société de gestion immobilière, les captures d'écran des publications d'Amanda sur les réseaux sociaux montrant sa richesse soudaine, le document de procuration falsifié. Les chances semblaient contre moi. J'étais à des milliers de kilomètres avec des ressources financières limitées contre une sœur qui avait une présence locale et un accès aux fonds obtenus frauduleusement. Mais j'avais quelque chose de plus fort de mon côté. La vérité et la détermination de voir la justice rendue, peu importe le temps que cela prendrait. Le matin après ma confrontation avec Amanda, je me suis réveillé avec un sentiment de détermination qui a percé le brouillard de la trahison et de la colère. Ma première étape a été de trouver une représentation légale. Mais en tant qu'étranger vivant à l'étranger avec une affaire en Floride, j'ai fait face à des défis importants. Après plusieurs réponses décourageantes d'avocats peu disposés à prendre un client international, un collègue coréen m'a suggéré de consulter Lincoln Park, un avocat américain spécialisé dans les litiges immobiliers à l'étranger dans un cabinet international ayant un bureau à Séoul. J'ai obtenu un rendez-vous pour le soir même et j'ai passé la journée à organiser méticuleusement chaque bribe de preuve, les emails d'Harold, le document de procuration falsifié que Walter avait envoyé, les captures d'écran des achats somptueux d'Amanda, et la lettre de grand-mère expliquant pourquoi elle m'avait légué l'appartement. Le bureau de Lincoln se trouvait dans un gratte-ciel élégant de Gangnam. Bien que mon salaire d'enseignant couvre à peine mes dépenses de base, je savais que cette consultation en valait le coup. Lincoln, un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel et aux yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique, a écouté attentivement pendant que j'expliquais la situation. « C'est tout un drame familial, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Mais heureusement pour vous, votre sœur a commis quelques erreurs cruciales. Que voulez-vous dire, ai-je demandé, l'espoir vacillant pour la première fois depuis des jours. Premièrement, la falsification est relativement facile à prouver avec une analyse de signature. Deuxièmement, la trace écrite de sa richesse soudaine immédiatement après la vente frauduleuse crée un récit convaincant. Troisièmement, elle semble avoir été plutôt effrontée à ce sujet. Affichant son nouveau style de vie sur les réseaux sociaux, ne couvrant pas ses traces. Il a tapoté pensivement son stylo contre son bloc-notes. Cependant, poursuivre cette affaire depuis l'étranger présente des défis uniques. Nous aurons besoin de quelqu'un sur le terrain en Floride pour recueillir des preuves, interroger des témoins et représenter vos intérêts localement. Je ne peux pas me permettre d'engager plusieurs avocats, ai-je admis. Abordons cela de manière stratégique, a suggéré Lincoln. J'agirai en tant que votre conseil principal, mais nous engagerons un détective privé à Tampa pour recueillir des preuves. C'est plus rentable que de faire gérer tout par un avocat de Floride. À la fin de notre réunion, nous avions élaboré un plan. Lincoln s'occuperait des aspects internationaux et de la stratégie juridique, tandis que Jackson Monroe, un détective privé à Tampa avec de l'expérience dans les cas de fraude immobilière, recueillerait les preuves locales. En une semaine, Jackson a commencé à envoyer des rapports qui ont dépassé mes attentes.
il a découvert qu'Amanda n'avait pas seulement falsifié ma signature, mais s'était également présentée à tort à la société de titres comme ayant ma pleine autorisation pour gérer la vente. Il a interrogé des voisins qui ont confirmé avoir vu Amanda vider des objets de l'appartement avant la vente, des photographies de famille, des œuvres d'art et de petits meubles ayant une valeur sentimentale. Le plus accablant de tout, Jackson a trouvé le notaire qui avait traité le document de procuration frauduleux. La jeune notaire a admis qu'elle n'avait pas correctement vérifié l'identité, se fiant à la parole d'Amanda qui affirmait être autorisée à signer en mon nom pendant ma longue maladie. Un autre mensonge qu'Amanda avait fabriqué. Pendant ce temps, Walter Thompson avait commencé sa propre enquête. Se sentant en partie responsable de ne pas avoir détecté la fraude plus tôt, il a fourni à Lincoln des copies originales de ma signature réelle provenant des procédures du testament de grand-mère, qui contrastaient vivement avec la falsification. Votre sœur n'a même pas essayé de faire correspondre correctement votre signature, m'a dit Walter lors d'un appel vidéo, secouant la tête. C'est comme si elle pensait que personne ne vérifierait ou ne s'en soucierait. Le niveau d'arrogance est stupéfiant. Walter a également découvert qu'Amanda avait accédé au compte email de grand-mère après sa mort, interceptant les communications de la société de gestion immobilière qui m'était destinée. Elle avait effectivement créé un blocus d'informations, s'assurant que je reste ignorant de ce qui se passait avec l'appartement jusqu'à ce que la vente soit terminée et l'argent sécurisé. À chaque nouvelle preuve, notre dossier se renforçait. Lincoln a préparé la documentation pour déposer des accusations civiles de fraude, de falsification et de détournement de biens. Walter, maintenant pleinement engagé à rectifier la situation, a travaillé avec les autorités locales pour explorer d'éventuelles accusations criminelles. Tout au long de ce processus, j'ai continué à enseigner, bien que mes élèves aient sans aucun doute remarqué ma distraction. Jasmine, ma petite amie, est devenue mon ancre émotionnelle, écoutant mes diatribes frustrées et me rappelant de manger quand je devenais trop absorbé par les détails de l'affaire. « Souviens-toi pourquoi tu fais ça » disait-elle. « Il ne s'agit pas seulement de l'argent ou même de la propriété. Il s'agit d'honorer les souhaits de ta grand-mère. » Ces mots résonnaient profondément. Quand l'épuisement menaçait de me submerger, ou quand les complexités juridiques semblaient insurmontables, je relisais la lettre de grand-mère, me reconnectant avec sa sagesse et son amour. Dans ces moments, je pouvais presque entendre sa voix m'exhorter à aller de l'avant, me rappelant que certaines batailles valent la peine d'être menées, quelles que soient leurs difficultés. 2 mois après le début de nos préparatifs juridiques, Jackson a fait une percée qui a radicalement fait pencher l'affaire en notre faveur. Il a localisé l'agent immobilier qui avait géré la vente de l'appartement et, grâce à une conversation prudente, a appris qu'elle s'était sentie mal à l'aise à propos de certains aspects de la transaction. Amanda était insistante pour conclure la vente rapidement, a rapporté Jackson. L'agent trouvait étrange que le frère du propriétaire ne soit nulle part en vue, surtout compte tenu de la valeur importante de la propriété. Elle a soulevé des inquiétudes, mais Amanda a produit la procuration et a insisté sur le fait que tout était en règle. Plus important encore, l'agent avait conservé toute la correspondance avec Amanda, y compris des emails où Amanda prétendait explicitement agir en mon nom avec ma pleine connaissance et mon consentement, une preuve écrite de sa fausse déclaration délibérée. Armé de cette montagne croissante de preuves, Lincoln a demandé une injonction temporaire pour geler les produits de la vente de l'appartement qui restaient sur les comptes d'Amanda. Le tribunal de Floride a accédé à notre demande, citant les preuves substantielles et convaincantes d'activités frauduleuses. Quand Amanda a découvert que ses comptes étaient gelés, sa façade soigneusement construite a commencé à s'effriter. Son message vocal frénétique m'est parvenu alors que je me préparais à me coucher. « Que as-tu fait » a-t-elle sifflé. « Mes comptes sont bloqués. Je ne peux pas accéder à mon argent. Tu n'avais pas le droit. » Je n'ai pas répondu immédiatement, suivant le conseil de Lincoln de minimiser la communication directe qui pourrait potentiellement être utilisée contre nous. Quand Amanda a rappelé le lendemain matin, son ton était passé de la colère au désespoir. « Saul, nous devons en parler. J'ai déjà dépensé la moitié de l'argent. C'est parti. Je ne peux pas le rembourser même si je le voulais. » « Alors tu aurais dû y penser avant de me voler » ai-je répondu calmement. Ce n'était pas du vol. C'était une redistribution de ce que grand-mère aurait dû diviser équitablement en premier lieu. C'est aux tribunaux de décider maintenant, ai-je dit, mettant fin à l'appel. Alors que notre affaire prenait de l'ampleur, je me suis surpris à réfléchir à la dernière lettre de grand-mère. Les choses les plus précieuses dans la vie ne peuvent être ni achetées ni vendues, avait-elle écrit. En poursuivant la justice, je ne me battais pas seulement pour une propriété ou de l'argent.
Je défendais ces valeurs immatérielles qu'elle m'avait inculquées, l'honnêteté, l'intégrité et le respect des souhaits des autres. La date du procès approchant et mes vacances d'été étant encore dans 2 mois, Lincoln a arrangé que je fournisse mon témoignage par vidéoconférence pour les audiences initiales. Notre stratégie prenait forme. Nos preuves étaient convaincantes, et pour la première fois depuis la découverte de la trahison, j'ai commencé à croire que la justice pourrait réellement être possible, même à 8000 km de distance. Alors que les procédures judiciaires s'intensifiaient, la pression a commencé à peser sur ma vie quotidienne. Des cernes se sont installées en permanence sous mes yeux, et mon style d'enseignement normalement enthousiaste est devenu mécanique. Mes étudiants coréens, trop polis pour se plaindre directement, ont commencé à laisser des commentaires anonymes sur mon esprit distrait et mon absence. Jasmine m'a suggéré de prendre un congé personnel, mais j'ai refusé. Le travail était la seule chose qui me rattachait à la normalité. Pendant ce temps, notre équipe juridique a continué à monter un dossier en béton. Jackson Monroe avait découvert des témoins supplémentaires qui pouvaient témoigner du comportement suspect d'Amanda au moment de la vente. Le serrurier qui a changé les serrures de l'appartement se souvenait qu'Amanda lui avait spécifiquement demandé de terminer le travail, avant que mon frère ne rentre de l'étranger. Le facteur se rappelait qu'Amanda interceptait les livraisons qui m'étaient adressées. Chaque témoignage ajoutait une brique supplémentaire au mur de preuves contre elle. Walter Thompson a déposé la plainte officielle auprès du tribunal de Floride, demandant non seulement la restitution de la propriété ou son équivalent monétaire, mais aussi des dommages et intérêts supplémentaires pour détresse émotionnelle et frais d'avocat. La date du procès a été fixée au 15 août, parfaitement synchronisée avec mes vacances d'été, me permettant de comparaître en personne. 3 semaines avant mon vol pour la Floride, l'injonction temporaire gelant les avoirs d'Amanda a été étendue pour inclure son nouveau véhicule et d'autres achats importants. Après que l'équipe d'expertise comptable a retracé la source des fonds directement à la vente de l'appartement, la panique d'Amanda a atteint de nouveaux sommets. Ses appels sont devenus de plus en plus erratiques, alternant entre des supplications larmoyantes et des menaces vicieuses. J'ai maintenu un contact minimal, transmettant chaque message vocal et SMS à Lincoln comme preuve supplémentaire de son comportement instable. Elle réalise la gravité de sa situation, a expliqué Lincoln lors de notre mise à jour hebdomadaire. Les implications criminelles commencent probablement à se faire sentir. La falsification et la fraude de cette ampleur entraînent des peines de prison potentielles, pas seulement des sanctions civiles. Puis est arrivé l'appel qui a tout changé. C'était un mercredi soir à Séoul, donc tôt le mercredi matin en Floride. Je corrigeais des copies quand mon téléphone a sonné, affichant le numéro d'Amanda. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Allô, Amanda. Salut, petit frère. Sa voix était artificiellement joyeuse, presque pâteuse. Je soupçonnais qu'elle avait bu. Je voulais juste te donner une petite mise à jour sur ma vie fabuleuse. Amanda, je ne pense pas, j'ai acheté une nouvelle voiture hier, a-t-elle poursuivi, ignorant mon interruption. Une Jaguar F-Type. 60 000 $. Elle se conduit comme un rêve. Mon estomac s'est noué. Le tribunal a gelé tes avoirs. Comment as-tu acheté une voiture? Elle a ri. Le son était cassant et creux. J'ai mes méthodes. Tout l'argent n'était pas sur ses comptes. Tu sais, je suis plus intelligente que tu ne le penses. Ce n'est pas un jeu, Amanda. Tu aggraves les choses pour toi-même. Oh, s'il te plaît. Rien ne va m'arriver. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es que parole. Tu es à 8000 km en train de jouer au professeur pendant que moi, je profite de l'argent qui aurait dû être le mien depuis le début. Quelque chose dans sa certitude suffisante a allumé une colère froide en moi. Pendant des mois, je m'étais retenu, suivant les conseils de Lincoln de rester professionnel et détaché. Mais l'entendre se vanter de continuer à dépenser ce qu'elle avait volé, c'était trop. Laisse-moi te dire exactement ce qui se passe, Amanda, ai-je dit, ma voix stable. Jackson Monroe monte un dossier contre toi depuis 3 mois. Il a interrogé 12 témoins qui peuvent témoigner de tes activités frauduleuses. Qui diable est Jackson Monroe? La confiance dans sa voix vacillait légèrement. Un détective privé qui documente chacun de tes mouvements depuis avril. Il a des déclarations du notaire qui admet ne pas avoir correctement vérifié l'identité avant de légaliser la fausse procuration. Il a des emails de l'agent immobilier où tu prétends explicitement agir avec ma pleine connaissance et mon consentement. Silence sur la ligne. J'ai continué.
Walter a des experts en signature prêts à témoigner que le document de procuration contient une falsification qui ne ressemble même pas de près à ma signature réelle. Le procureur de la République examine le dossier pour d'éventuelles accusations criminelles. Falsification, fraude et vol qualifié. Tu bluffes, a-t-elle murmuré, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Le serrurier que tu as engagé se souvient que tu as spécifiquement mentionné la nécessité de changer les serrures avant que mon frère ne rentre de l'étranger. Tes publications sur les réseaux sociaux montrant des achats immédiatement après la vente ont été archivées comme preuve de mobile et de conscience de culpabilité. Le procureur pense que c'est un cas exceptionnellement clair. Le son de la respiration d'Amanda est devenu plus lourd. Demain matin, ta nouvelle Jaguar sera ajoutée au gel des avoirs. Toute tentative de cacher ou de transférer des fonds supplémentaires ajoutera le blanchiment d'argent aux accusations. Tes relevés bancaires ont été assignés à comparaître, montrant d'importants retraits en espèces après la vente de l'appartement. Des retraits que tu devras justifier. Arrête, a-t-elle dit, sa voix faible. Les acheteurs de l'appartement ont été interrogés. Ce sont des parties innocentes dans tout ça, mais ils ont fourni des copies de toutes les communications où tu te présentais comme ayant l'autorité légale de vendre. Chaque document, chaque email renforce le dossier contre toi. Saul, je. La date du procès est fixée au 15 août. Je serai là en personne. Lincoln s'attend à ce que ce soit une affaire vite réglée, étant donné la montagne de preuves. La Floride prend la fraude immobilière très au sérieux, Amanda. Rien que les sanctions pénales. Je ne pensais pas que tu le découvrirais, a-t-elle lâché, sa façade composée s'effondrant enfin. Tu étais censé être en Corée pendant au moins 1 an de plus. D'ici là, tout aurait été réglé, l'argent dépensé. Il n'y aurait rien eu à récupérer. L'aveu a flotté dans l'air entre nous pendant plusieurs secondes. Aucun de nous n'a parlé. Puis j'ai entendu quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Amanda pleurait. Pas les larmes théâtrales qu'elle avait utilisées pour manipuler grand-mère, mais de véritables sanglots brisés. « Qu'est-ce que je vais faire » a-t-elle murmuré. « Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas rembourser l'argent. La plupart est partie. » Pendant un instant, j'ai ressenti une lueur de sympathie. Me souvenant de la petite fille qui avait été ma sœur avant que la cupidité et le ressentiment ne la transforment. Puis je me suis souvenu du sanctuaire de grand-mère, vendu sans égard pour ses souhaits ou mes sentiments, et ma résolution s'est durcie. Tu aurais dû penser aux conséquences avant de commettre une fraude, ai-je dit calmement. Parle à un avocat, Amanda. Tu vas en avoir besoin. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Finalement, d'une voix à peine audible, elle a demandé, Y a-t-il un moyen de régler ça? De faire disparaître tout ça? Ce n'est plus à moi de décider, ai-je répondu honnêtement. Le processus judiciaire a commencé. Les preuves existent. Les tribunaux décideront. Je n'y ai pas réfléchi, a-t-elle admis. J'ai juste vu l'opportunité et je l'ai saisie. Je me suis convaincu que tu ne méritais pas l'appartement, que grand-mère avait fait une erreur. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision. Je le sais maintenant. Une autre longue pause. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pas que tu me crois. Elle avait raison. Je ne la croyais pas. Son remords semblait naître des conséquences, pas de la conscience. Au revoir, Amanda, ai-je dit, mettant fin à l'appel. Je suis resté assis en silence par la suite, les émotions en ébullition. La confrontation n'avait apporté aucune satisfaction, aucun soulagement de la douleur de la trahison. Au lieu de cela, je me sentais vide, vidé par la connaissance que quoi qu'il arrive ensuite, notre relation fraternelle était irrémédiablement endommagée. Même si la bataille juridique se terminait en ma faveur, nous avions tous les deux perdu quelque chose qui ne pourrait jamais être récupéré. Cette nuit-là, j'ai rêvé de l'appartement de grand-mère. Pas tel qu'il apparaissait dans les annonces immobilières, mis en scène et impersonnel, mais tel que je m'en souvenais, la collection de coquillages disposés sur le rebord de la fenêtre, le couvre-lit délavé drapé sur son fauteuil de lecture préféré, l'odeur de tarte au citron vert flottant depuis la cuisine. Dans le rêve, grand-mère se tenait sur le balcon, regardant le coucher de soleil. Quand elle s'est tournée vers moi, son sourire était triste mais entendu, comme pour dire que certaines pertes révèlent des vérités douloureuses que nous devons voir. Je me suis réveillé avec des larmes sur le visage, mais de la clarté dans mon cœur. La bataille juridique ne concernait pas seulement la propriété ou l'argent. Il s'agissait de rester ferme face à l'injustice,
même quand elle venait de quelqu'un qui aurait dû être digne de confiance. Il s'agissait d'honorer les dernières volontés de grand-mère et les valeurs qu'elle avait vécues. Le voyage était loin d'être terminé, mais le tournant était arrivé. Amanda comprenait maintenant toutes les conséquences de ses actes. La justice, longtemps retardée par la distance et la tromperie, était enfin à portée de main. La salle d'audience de Floride me semblait étrangement familière et pourtant intimement significative. En y entrant ce matin doux humide, après des mois de lutte depuis l'autre bout du monde, j'étais enfin présent en personne pour l'aboutissement de notre affaire. Lincoln marchait à mes côtés, sa démarche assurée me rassurant. Walter Thompson nous attendait à la table du demandeur, son visage familier étant une vue bienvenue après des années à ne le voir qu'à travers des appels vidéo. Amanda est arrivée avec son avocate, une femme à l'air sévère dans un costume coûteux. L'apparence de ma sœur m'a choqué. Elle avait perdu du poids, et des cernes ombraient ses yeux. Quand nos regards se sont croisés, elle a rapidement détourné les yeux, les épaules rentrées comme pour se faire plus petites. La procédure s'est déroulée plus rapidement que je ne l'avais prévu. Avec les preuves accablantes que Jackson avait recueillies, associées à l'aveu accablant d'Amanda lors de notre appel téléphonique, que Lincoln avait sagement enregistré avec mon consentement, ce qui est autorisé par la loi de consentement des deux parties en Floride, son avocate lui a conseillé de chercher un règlement à l'amiable plutôt que de faire face à un procès complet. La juge Eleanor Martinez a examiné les termes du règlement proposé, levant occasionnellement les yeux pour étudier le visage d'Amanda ou le mien. L'accord final exigeait qu'Amanda rembourse la totalité des $480 000 de la vente de l'appartement, plus $50 000 supplémentaires en dommages et intérêts pour détresse émotionnelle et frais de justice. Mademoiselle Walker a adressé la juge Martinez directement à Amanda. Étant donné que vous avez témoigné qu'une grande partie de l'argent a déjà été dépensée, comment proposez-vous de satisfaire ce jugement? L'avocate d'Amanda s'est levée. Votre honneur, ma cliente a accepté de liquider tous les actifs achetés avec les produits, y compris son véhicule et sa collection de bijoux. Elle s'engagera également dans un plan de remboursement structuré pour le solde restant, garanti par une hypothèque sur ses revenus futurs. La juge Martinez a hoché la tête, puis s'est tournée vers moi. Monsieur Walker, ces termes sont-ils acceptables pour vous? J'ai jeté un coup d'œil à Lincoln, qui a fait un léger signe de tête. Oui, votre honneur, ai-je répondu, avec une condition supplémentaire. Et ce serait? J'aimerais que le tribunal reconnaisse officiellement que la vente de la propriété était frauduleuse, la rendant ainsi nulle et non avenue. Cette demande a considérablement compliqué les choses. Les acheteurs innocents qui avaient acheté l'appartement y vivaient maintenant, n'ayant rien fait de mal. La juge Martinez a retiré ses lunettes, considérant la situation. Cela présente un problème d'équité, a-t-elle noté. Les occupants actuels ont acheté la propriété de bonne foi. Annuler la vente créerait une nouvelle injustice. Je comprends, votre honneur, ai-je dit, ayant anticipé cette objection. Je ne cherche pas à expulser les résidents actuels. Je demande plutôt une reconnaissance légale que la vente elle-même était invalide, ce qui renforcerait les accusations criminelles potentielles et empêcherait ma sœur de bénéficier de toute réclamation future liée à la propriété. Après avoir consulté les deux équipes juridiques, un compromis a été trouvé. La vente serait officiellement déclarée frauduleuse dans les archives du tribunal, mais avec des dispositions protégeant le droit des acheteurs innocents de rester dans la propriété. En échange, je recevrai la pleine valeur marchande plus les dommages et intérêts, et Amanda ferait face aux conséquences de ses actes sans déplacer la famille qui avait involontairement acheté une propriété volée. Quant aux accusations criminelles, le procureur de la République avait accepté de suspendre les poursuites si Amanda effectuait des travaux d'intérêt général, suivait des conseils financiers et adhérait strictement au plan de remboursement. Un résultat indulgent qui m'a soulagé en privé malgré tout. Je ne voulais pas voir ma sœur en prison, malgré sa trahison. Quand le marteau est tombé, finalisant le jugement, je m'attendais à me sentir triomphant. Au lieu de cela, un mélange complexe d'émotions m'a envahi. Le soulagement que justice ait été rendue, la tristesse pour ce que notre relation familiale était devenue, et un sentiment persistant de perte pour le sanctuaire de grand-mère qui ne pourrait jamais vraiment être remplacé. Amanda s'est approchée de moi alors que nous sortions de la salle d'audience, son avocate planant protectricement à proximité. « Je sais que tu me détestes probablement », a-t-elle commencé, sa voix à peine audible. « Je ne te déteste pas, Amanda », ai-je répondu honnêtement. « Je suis déçu et blessé, mais la haine demande de l'énergie. Je ne suis pas prêt à en dépenser plus. » Elle a hoché la tête, les yeux baissés. « Je n'ai pas pensé à ce que l'appartement signifiait pour toi.
Je n'ai vu que les signes de dollars. C'est pourquoi grand-mère me l'a laissé en premier lieu, ai-je dit. Elle savait que j'appréciais les souvenirs plus que l'argent. Elle avait raison sur nous deux, l'aveu d'Amanda m'a surpris par sa conscience de soi. Je vais rembourser chaque centime, Saul. Ça prendra du temps, mais je le ferai. Je te crois, ai-je dit, bien que je n'en sois pas entièrement sûr. Et les choses que j'ai prises de l'appartement avant de le vendre. Le livre de recettes de grand-mère, la collection de coquillages, quelques albums photos. Ils sont dans un garde-meuble. Ils sont à toi. Je les ferai livrer au bureau de Walter. Ce geste inattendu m'a touché plus profondément que je ne pouvais l'exprimer. Ces objets irremplaçables contenaient l'essence de mes souvenirs avec grand-mère, quelque chose qu'aucun règlement monétaire ne pourrait restaurer. Merci, ai-je réussi à dire, la gorge serrée par l'émotion. La bataille juridique étant résolue, j'ai passé le reste de mon temps en Floride, récupérant les effets personnels de grand-mère du garde-meuble et visitant ses endroits préférés, la jetée où nous avions pêché, la plage où nous avions ramassé des coquillages, le petit café où elle m'avait fait découvrir la tarte au citron vert. À chaque endroit, je sentais sa présence, non pas comme un fantôme, mais comme la sagesse et l'amour accumulés qu'elle avait versé dans notre relation. Avant de retourner à Séoul, j'ai fait une dernière visite à l'appartement, ayant arrangé cela avec les nouveaux propriétaires par l'intermédiaire de Walter. Debout sur le balcon familier, regardant le coucher de soleil peindre le golfe dans des tons d'orange et de violet, je me suis souvenu des mots de grand-mère. Certaines choses dans la vie valent plus que l'argent. Elle avait eu raison. La vue restait à couper le souffle, mais ce qui la rendait vraiment précieuse, c'étaient les souvenirs qui y étaient attachés. Des souvenirs que je portais en moi, peu importe qui possédait l'espace physique. De retour à Séoul, j'ai repris l'enseignement avec une concentration renouvelée. L'argent du règlement est resté en grande partie intact sur un compte d'investissement, à l'exception d'une partie que j'ai utilisée pour créer une petite bourse au nom de grand-mère au collège communautaire local où elle avait suivi des cours de peinture à la retraite. Dans les mois qui ont suivi, Amanda a tenu parole, effectuant des paiements réguliers conformément aux termes du règlement. Notre communication est restée minimale mais civile. Aucun de nous n'était prêt à la réconciliation, mais tous deux reconnaissant que le pire était derrière nous. L'expérience m'avait changé. Je suis devenu plus affirmé pour défendre ce qui était juste, plus conscient de l'importance d'une documentation claire, et paradoxalement, plus reconnaissant des héritages immatériels qui ne peuvent être ni volés ni vendus. Grand-mère m'avait donné bien plus qu'un appartement. Elle m'avait donné des valeurs, des souvenirs, et finalement la force de les défendre. Lors de mon dernier appel vidéo avec Walter pour finaliser quelques papiers, il a partagé une pensée qui m'est restée. Ta grand-mère serait fière de la façon dont tu as géré cela, Saul, a-t-il dit. Pas seulement la victoire juridique, mais la façon dont tu es resté fidèle à tes principes tout au long. Tu t'es battu pour la justice sans chercher la vengeance. Ces mots ont affirmé ce que j'avais fini par réaliser. En honorant les souhaits de grand-mère, j'avais également honoré la personne qu'elle m'avait élevé à être. Un an après le procès, j'ai reçu un colis inattendu d'Amanda. À l'intérieur se trouvait la canne à pêche usée de grand-mère, celle que nous avions utilisée ensemble sur la jetée tant de fois, accompagnée d'une simple note. Trouvez ça dans mon grenier. Je pensais que tu devrais la voir. Ah, j'ai exposé la canne à pêche en bonne place dans mon appartement de Séoul. Un rappel tangible que même au lendemain de la trahison, la guérison reste possible. Toutes les relations ne peuvent pas ou ne doivent pas être restaurées à ce qu'elles étaient autrefois. Mais avec le temps et les efforts, de nouvelles compréhensions peuvent émerger d'une confiance brisée. Le dernier cadeau de grand-mère n'était pas seulement l'appartement ou sa valeur monétaire. C'était la leçon que défendre ce qui est juste, même contre sa famille, est parfois le choix le plus aimant que nous puissions faire. Que le véritable héritage ne se mesure pas en biens ou en possession, mais dans les valeurs que nous choisissons d'incarner et les souvenirs que nous choisissons d'honorer. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous intenté une action en justice contre un frère ou une sœur qui vous a trahi ou trouvé un autre moyen de résoudre le conflit? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'expériences de la vie réelle sur les défis familiaux et le chemin de la guérison. Et rappelez-vous, parfois l'héritage le plus précieux n'est pas ce qui est écrit dans un testament, mais la sagesse transmise d'une génération à l'autre. Merci d'avoir écouté mon histoire et puissiez-vous trouver de la force dans vos propres parcours familiaux.